Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle preview du foot US de A à Z. Comme vous le savez maintenant, je le répète à chaque épisode, c'est un invité fan de franchise qui vient nous voir. C'est pas obligé d'être un compte, on va dire non officiel sur Twitter ou quoi que ce soit. Mais là aujourd'hui, on a la chance de recevoir un compte qui est sur Twitter, fan de cette franchise. Et aujourd'hui, je reçois Tira qui est fan des Titans et qui est Titans underscore FR sur X. Donc, Tira, bonjour à toi et merci d'avoir accepté l'invitation dans le foot US de la Z. Merci de m'inviter. Ouais. Je crois que c'est une première pour toi, chez nous, si je ne me trompe pas. Ici, ouais. D'accord, ouais, parce que l'année dernière, j'avais invité Jérôme du Front Office, qui est fan des Titans aussi, donc un collègue d'un autre podcast. Et Jérôme, voilà, je sais qu'ils font pas mal aussi, ils avaient pas mal de boulot ces derniers temps, et j'ai pas voulu, j'ai dit, j'ai proposé à toi aussi, parce que voilà, t'es la page officielle, et, du moins officielle, voilà, non officielle, mais on va dire de la partie FR, on va dire. Et du coup, voilà, c'était l'occasion aussi de t'avoir pour une première avec nous dans l'émission. Donc, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Voilà. Merci à toi de m'inviter surtout. C'est important. C'est un plaisir. On va refaire. Donc, je vais vous lancer la trame, mais vous la connaissez pour ceux qui ont écouté les premières previews. On fait un retour sur la saison précédente. Après, on fait un point free agency, les départs, les arrivées. On fait un point draft. On fait un bilan, on essaie de faire un petit prono sur la saison 2024 avec nos estimations qui vont bien. Et après, on bifurquera sur la fin de l'épisode où là, tu pourras faire ton auto-promo, savoir où on peut te suivre, savoir si tu as d'autres podcasts, si tu as d'autres comptes Twitter, d'autres réseaux sociaux où on peut te suivre, que ce soit même hors NFL, faut pas hésiter, c'est le moment. Ça sera ton moment à toi. Voilà. Parfait, pas de souci. Très bien. On y va. On plonge directement dans la saison 2023 des Titans, où là, je vais énumérer les matchs avec les défaites et les victoires. Et après, on revient, on réchange dessus. Tira, t'hésites pas. Yes. Donc, vous avez commencé la saison par une défaite chez les Saints 16-15. Ensuite, vous remportez le match en overtime chez vous contre les Chargers 27-24. Ensuite, vous allez jouer chez les Cleveland Browns où vous perdez. Ensuite, vous allez jouer les Cincinnati Bengals chez vous où vous allez remporter le match 27-3. En week 5, vous vous déplacez contre un rival de division chez les Indianapolis Colts où vous perdez le match. Ensuite, en week 6, vous perdez contre les Baltimore Ravens chez vous pour être un bilan de 2-4 à la bye week. À Londres. Week 8. À Londres, oui, c'était à Londres, pardon. J'ai encore plus. Je me rappelle pas que c'était à Londres. Excuse-moi, tu fais bien de me rectifier. D'où l'intérêt d'avoir les fans de franchise avec nous. Le 8, la week 8, vous receviez les Atlanta Falcons, vous remportez le match. Ensuite, vous aviez 3 déplacements périlleux, Pittsburgh, Tampa et Jacksonville, où là, vous perdez les 3 matchs. Ensuite, vous aviez 2 réceptions, vous receviez les Carolina Panthers, vous remportez le match. Vous perdez en overtime contre les Colts chez vous, 31-28. Ensuite, vous gagnez votre match chez les Miami Dolphins. Vous faites en week 15, vous recevez les Houston Texans, vous perdez encore en overtime. Ensuite, vous recevez les Seattle Seahawks où vous perdez 20-17 en week 16. Les Houston Texans là-bas, vous perdez 26-3. Et vous finissez la saison contre les Jacksonville Jaguars à remporter le match 28-20 pour les privés de playoff et finir avec un bilan de 6-11. Pour toi, je pense que la saison a été très longue. Qu'est-ce que tu en as pensé? Quels sont tes regrets? Qu'est-ce que tu aurais aimé voir? Qu'est-ce que tu as aimé voir peut-être aussi? Et voilà, est-ce que c'est une saison à oublier et on repart de l'avant? Alors, que peux-tu nous dire, toi? C'est pas une saison à oublier, dans le sens où en fait, elle partait mal. Puis il y a eu un peu, on peut dire, il y a eu 3 blocs un peu dans cette saison. C'est qu'il y a la première partie jusqu'au match de Londres, où on se basait encore sur l'effectif d'avant. On avait toujours le même jeu avec Tannehill en QB, etc. Et Tannehill se blesse. Et du coup, juste après la bye week, en retour de Londres, on passe avec Will Levis, qui fait le fameux match à 4 TD contre Atlanta. Et là, en fait, à partir de là, on voit qu'il y a un peu un changement de... Bon, Vrabel va pas le
va pas le dire, mais il y a un peu un changement dans la perception de la saison, dans le sens où en fait on a voulu voir ce qu'on avait en Will Levis. Et ce qui nous amène du coup, je trouve, au deuxième bloc important de cette saison, c'est le match contre Miami, où on perdait de 2 possessions à 3 minutes 30 de la fin, et où ça sort vraiment. Moi j'étais sur le point d'aller me coucher. Ça, parce que c'était je crois que c'était notre seul match de nuit, enfin bref. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça sort 2 drives de on sait pas d'où vraiment, où il gère le jeu et le temps, c'est assez fou. Et finalement, c'est un peu cet enchaînement-là entre Atlanta et Miami qui nous a un peu prouvé que Will Levis avait peut-être cette possibilité d'être au moins starter la saison qui arrive. Et après, bon, il se blesse. Parce que ça, c'est l'histoire de la franchise depuis quelques saisons, c'est que tout le monde se blesse. Et le dernier match, c'est contre Jacksonville, la revanche de l'an dernier, où ils nous avaient battus, nous empêchant d'aller en playoff. Et là, on les bat pour les empêcher d'aller en playoff. Avec un scénario de fou, parce qu'il fallait que Jacksonville perde, mais il fallait que d'autres équipes perdent en même temps aussi. C'est encore pire, ouais. C'est encore pire, parce que là... Et Henry qui a sorti en plus un match qu'il n'avait pas fait depuis des années. Enfin, vraiment, il y avait tout calé. C'était fou. Ouais, parce que même s'il y a certains qui perdaient, mais il fallait pas que les Pittsburgh Steelers remportent leur match, il fallait pas que ci et ça, il fallait que d'autres perdent, et en fait tout s'enchaînait, et du coup c'est eux qui ont sauté et c'est les Steelers qui ont chopé la dernière place de l'AFC pour aller en playoffs, ce qui est complètement dingue. C'était complètement dingue. Donc c'était une saison, voilà. Will Levis, moi je l'aimais bien en college football. Alors après, en NFL, je ne sais pas ce que ça allait donner. Là, on ne peut pas trop non plus juger sa première saison. Non. Il y a des choses intéressantes. Mais tu ne peux pas protégé et pas assez de cibles. Mais exactement. Disons qu'en fait, dans les pics et dans les... je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais dans les bons moments sont très bons. Bien sûr. Et les mauvais moments, au final, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, voire, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Donc, il a été au minimum moyen. Non, donc, ouais, vas-y, pardon. Il y a quelque chose, en fait. On se dit, il faut voir. Ouais, non, mais de toute façon, il n'était pas. Je me rappelle à la draft, bon, il n'a pas été pris au premier tour, mais les insiders, voilà, il y en a beaucoup qui l'attendaient fin de premier tour. Bon, il était pris au second tour, ce qui n'est pas infamant non plus. Et des infos nous disaient que. Oui, et des infos disaient que nous, on voulait trade up en fin de second tour exprès pour l'avoir en plus. Ouais. Donc voilà, il a été pris chez vous et on va en parler après. De toute façon, ce sera l'occasion d'en parler après. Mais je pense que voilà. Et puis ouais, c'était la fin d'un cycle aussi. Mike Vrabel, voilà, je pense qu'il, voilà, parce qu'on va dire que Tannehill et Will Levis, c'est pas du tout les mêmes jeux, c'est pas les mêmes quarterbacks, ça demande pas la même. Voilà, c'est pas pareil. Et du coup, oui, ça demande une protection un peu plus importante pour Will Levis parce qu'il va peut-être garder plus le ballon, il va essayer de plus lancer, tirer un peu plus les jeux. Et là s'il n'a pas le temps de lancer un quarterback comme ça peut être compliqué parce que c'est pas non plus Will Levis, il peut courir, mais c'est pas Lamar Jackson, quoi, je veux dire. Hein. Donc voilà, mais ça reste quand même un quarterback qui peut sur certains jeux et faire la différence s'il est bien protégé. Et moi, je l'avais vu à Kentucky. Et voilà, voilà. Pour moi, j'en faisais pas mon top quarterback de la draft là, mais ça reste un quarterback qui pouvait avoir sa chance en NFL. Et on verra bien cette année ce que ça va donner, en espérant que voilà, il soit bien entouré. On va en parler après. Mais ça a été plutôt bien fait de ce côté-là, je pense. Donc, on va bien voir. On va bien voir. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Tu n'hésites pas. Hein, moi, je suis pareil. Et je voulais aussi noter que cette saison-là aussi, c'était un peu c'était vraiment le stéréotype du jeu Mike Vrabel. Ouais. Mais cette fois-ci, on avait un Derrick Henry qui il faisait plus ses 5 yards par carry en fait. C'est ça. Et à partir du moment que tu n'arrivais plus à enchaîner et que ta ligne à s'effondrer à chaque fois, il s'est fait tacler, mais c'est un nombre incalculable de fois avant la ligne de scrimmage, c'était une folie. De toute façon, tu peux avoir Derrick Henry en pleine forme. Si à un moment donné, il n'est pas protégé un minimum, que tu n'as pas une O-line qui tient un minimum,
tu peux être le meilleur running back de la ligue. Si les mecs sont tout de suite sur toi, c'est mort. T'es touché. Puis à Derrick Henry, on sait que plus il prend de la vitesse, plus il est dangereux. Mais si tu l'arrêtes au départ, bah, à un moment donné, comme tout être humain, voilà, à un moment donné, bah, si on te bloque au départ, que tu prends pas d'élan, à un moment donné, tu vas rester bloqué. Bah, c'est ce qui arrivait souvent à Derrick Henry la saison passée, quoi. C'est ce qui arrivait souvent. À part 2-3 matchs, quoi. Bien sûr, bien sûr. Eh ben, on va basculer sur la free agency et on va partir directement sur le coaching staff parce que ça a été le gros mouvement aussi qui a été fait en pré-saison de votre côté. Donc, arrivée de Brian Callahan à la place de Mike Vrabel en tant que head coach qui était donc coordinateur offensif chez les Bengals, si je me trompe pas, tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Ça, ouais. Ensuite, vous avez recruté l'offensive coordinateur Nick Halls qui était chez les Jaguars de Jacksonville. Et en défensif coordinateur, Denard Wilson, que lui était chez les Ravens de Baltimore en tant que coordinateur DB coach. Ouais, voilà, c'est ça. Et ensuite, vous avez récupéré Colt Anderson, qui était aussi, je crois, chez les Bengals au niveau de la special team. Voilà. Donc, c'est complet. Pour toi, qu'est-ce que tu penses de cet ensemble de coachs Brian Callahan, vu ce qu'il a fait chez les Bengals en attaque, c'était plutôt intéressant. Voilà, alors, donne-nous ton retour. Faut savoir, Callahan, c'est pas lui qui appelait les jeux quand il était aux Bengals, c'était Tyler. Et mais en fait, c'était lui qui faisait la planification du jeu pour le jeu en fait, pour le match, en gros. Donc là, on va rentrer dans un mood un peu assez intéressant. On va savoir qu'est-ce qu'il vaut du coup en play caller. Mais pour revenir à son choix, en fait, on a fait le choix très très rapidement de signer Callahan. Je crois que c'était avant les matchs de conférence, si ma mémoire. Oui, ça a été fait très tôt. C'était assez tôt. La saison n'est pas finie. Et en fait, dans les premiers entretiens, c'était vraiment le candidat qui se démarquait le plus, enfin des noms, etc. Et alors qu'il y avait des noms peut-être un peu plus intéressants, comme des mecs de Détroit, etc. Mais comme ils étaient encore en playoff, le board n'a pas voulu. On va sur d'abord notre premier choix, on y va, on construit. Et ce qui a permis du coup de laisser pas mal de temps derrière pour construire son staff. Et son staff, donc pour revenir sur le choix d'ailleurs Callahan, c'est un profil en fait, on va être intéressant. Il va vouloir faire un peu ce qu'il y avait à Cincinnati avec Joe Burrow. Et va vouloir le coller avec Will Levis. En gros, dû à la passe et se baser sur des receveurs qui sont pas mal pour bloquer et pour récupérer des passes, en gros. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais il a réussi à bien s'entourer avec des gens, principalement des gens qui se connaissaient, mais aussi des gens que son père connaissait, puisqu'il a fait venir son père pour coacher la ligne offensive. Et pour notre ligne offensive qui est vraiment sur le déclin catastrophique depuis 2 ans, qui fait une performance historique négativement, qui arrive à être encore plus nulle la saison d'après, je me dis, ça va, il y a des bonnes ondes quand même qui arrivent. Et donc offensivement, il fait ramener un coach offensive coordinateur qui était coach de la passe aux Jaguars, qui le connaissait, mais donc qui va pas être play caller parce que ce sera Callahan. Et défensivement, il fait venir Denard Wilson qui était DB coach à Baltimore puis avant à Philadelphie, qui étaient les deux qui étaient meilleure défense contre la passe les 2 dernières années. Donc c'est pas lui qui a appelé les jeux, mais qui avait une certaine idée du haut niveau et que du moins que peut-être ses méthodes d'entraînement fonctionnent. Donc voilà, c'est sur le papier en fait, c'est intéressant. Je trouve il y a pas de brebis galeuse. Le staff est assez cohérent. Pour certains, c'est des premières fonctions en tant que coordinateur. Donc c'est quand même un point. Pas sûr que ça clique dès le départ en fait. Faudra voir. Je pense qu'il faudra laisser un petit peu de temps, mais sur le papier, c'est sympa. Bien sûr. Non, mais ça permet. Il fallait du changement. Ça a été fait. On tente des coachs qui n'ont jamais été à être coach et c'est l'occasion de voir qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre et
Et ça hype un peu la saison aussi, hein, parce que bon, il y a du boulot qui a été fait aussi à la Free Agency. Et du coup, ben, on va déjà parler des départs. Et après, on reviendra sur les arrivées. Rappeler aussi vas-y. que l'arrivée de Callahan aussi, c'est un changement de philosophie dans le jeu, mais dans l'état d'esprit surtout. Parce qu'en fait, c'est un coach qui est très très proche de ses joueurs, qui va... Bon, je vais pas dire que Vrabel était assez froid, mais il faisait quand même des blagues avec ses joueurs. Il a quand même des grandes relations avec Taylor Lewan, etc. Mais on voit un peu dans la communication qui a été faite des premiers camps là au printemps, que vraiment c'était assez intéressant le changement, et aussi le changement en termes de relation avec le GM et de relation avec tout ce qui est analytics, les data, etc. Mais donc ça sera à voir sur le long terme. Mais et puis on n'est pas au cœur du groupe de toute façon. Mais je veux dire, sur les bribes qu'on a vues, ça c'est intéressant. Ok. Eh ben, on va partir maintenant sur les joueurs et les départs. Donc, le quarterback Ryan Tannehill, pour le moment, est toujours free agent. Le running back Derrick Henry arrive aux Ravens. Le wide receiver Chris Moore a signé chez les Cardinals. Le tight end Trevon Vesco est toujours free agency aujourd'hui. L'offensive tackle André Dillard a signé chez les Packers. L'offensive tackle Chris Hubbard a signé chez les 49ers. L'offensive guard Calvin Throckmorton a signé chez les Broncos. Le centre Aaron Brewer a signé chez les Dolphins. Le edge Travis Gibson a signé chez les Jaguars. Le defensive line Denico Autry a signé chez les Texans. Le defensive line Jalil Johnson est toujours free agent. Le defensive line Kai Peko est toujours aussi free agency. Le linebacker Aziz Al-Shahir a signé chez les Texans. Le cornerback Christian Fulton a signé chez les Chargers. Le cornerback Sean Murphy-Bunting a signé chez les Cardinals. L'autre cornerback Kevin Wallace a signé chez les Seahawks. Et le safety Terrell Edmonds a signé chez les Jaguars. Pour toi, dans cette liste, qui tu regrettes, qui t'aurais peut-être voulu garder, ou tu te dis, bon, bah voilà, il fallait faire vraiment des changements, et bah, bonne chance à tous, et puis à la prochaine, quoi. Alors, je regrette un seul, et potentiellement un ou deux selon le montant. Alors, je regrette, c'est Denico Autry qui est parti au Texan. Il est parti parce que âgé, je crois qu'il a 33 ans, et parce que il a pris un très beau chèque à Houston. Là, nous, on n'a pas voulu s'aligner. C'est un peu dommage, je trouve, parce que c'était quand même un joueur hyper polyvalent sur la ligne défensive, qui a sorti qui a sorti ses meilleurs stats depuis qu'il est chez nous. C'est en fait, c'est un de nos meilleurs free agents depuis peut-être 10 ans au club. Enfin, c'est vraiment hyper fort, hyper polyvalent. Et donc, le voir partir en plus à Houston, ça fait mal. Je pense que c'est plus ça qui fait mal, qu'il parte direct à Houston. Il y a potentiellement Aziz Al-Shahir, il était pas mauvais l'an dernier. Mais pareil, lui, il a demandé, il a pris un chèque impossible à donner. Et derrière, le cœur aurait dit de garder Henry, mais bon, c'était impossible de le garder. Mais en vrai, le reste, c'était logique que ça parte en free agency. Ok. Donc oui, moi celui que je regretterais le plus, c'est Aziz Al-Shahir, que je trouvais plutôt très bon. Mais comme tu dis, à un moment donné, tu peux pas non plus. C'est le jeu de la NFL. Et à un moment donné, celui qui veut son gros contrat et que tu sais que voilà, c'est des linebackers. Voilà, tu vas avoir d'autres positions à prendre et puis à combler. C'est un linebacker aussi qui est un peu unidimensionnel et qui a du mal contre la passe. Donc on se dit que donner un gros contrat à un gars qui va être là sur les premiers downs. Exact. À voir. Ok. Bon, bah, t'étais complet. On va partir maintenant sur les arrivées. Donc, je vais faire la liste dans l'ordre que j'ai sur NFL Network. Le QB, Mason Rudolph signe pour 2,87 $. Avec, il peut monter jusqu'à 3,62 millions $. Vous avez signé le running back Tony Pollard pour 24 millions $. Vous avez signé le wide receiver Tyler Boyd en provenance des Bengals pour 4,5 millions $. Vous avez signé Calvin Ridley pour 92 millions $, dont 50 millions $ garantis en provenance des Jaguars. Le wide receiver Nick Westbrook qui re-signe chez vous. Le tight end Nick Vanette, qui signe
qui signe chez vous aussi. L'offensive guard, Shadik Charles, qui a signé en tant que free agent. Le centre, Lloyd Cushenberry, qui a signé un contrat de 50 millions de dollars, dont 26 millions de dollars garantis. Le defensive tackle, Sébastien Joseph, qui signe un contrat d'1 an. Le linebacker, Kenneth Murray, signe un contrat de 15,5 millions de dollars. Le cornerback Shidobe Ouzi, qui signe un contrat de 36 millions de dollars, dont 23 millions de dollars garantis. Mon chouchou, cornerback de L'Ajarius Need, en provenance d'équipe, qui signe un gros contrat qu'on n'aurait pas pu donner à Kansas City, de 55 millions de dollars garantis. Il a signé jusqu'à 76 millions de dollars son contrat. Le safety Jamal Adams, qui signe un contrat de 1 an. Le kicker Nick Folk, qui signe un contrat de 3,75 millions de dollars, pouvant aller jusqu'à 4,13 millions de dollars. Et le long snapper Morgan Cox, qui signe un contrat de 1 an. Une free agency plutôt qui a été, on va dire, au départ, qui était un peu bizarre. Et avec le temps, il a commencé à avoir des noms plutôt intéressants, des Tony Pollard en provenance de Dallas, Tyler Boyd, Kylin Ridley, en sachant qu'en plus, voilà, même s'il est vieillissant, il est toujours là. Le DeAndre Hopkins, qui est un joueur incroyable et qui va avoir des bons copains autour de lui pour pouvoir catcher les ballons. Voilà. Moi, cornerback L'Ajarius Need, que j'ai vu progresser à Kansas City pendant des années, et voilà, j'adore le joueur. Donc ouais, pour moi, c'est une super recrue pour vous. Maintenant, je vais te laisser la parole. J'ai donné un peu mon avis, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je dirais qu'elle est massive, cette free agency. Massive parce que déjà, on n'a pas l'habitude d'avoir autant d'argent dans le Tennessee. On n'est pas une franchise pour être des gros payeurs. Et ouais, tu disais qu'au début, elle avait une forme bizarre, puis au fur et à mesure, ça s'est un peu décanté. Mais il faut savoir qu'en fait, notre première signature officielle, entre guillemets, c'est Tony Pollard. Donc en fait, on a ce chantier où la défense allait en chantier, l'attaque et la ligne offensive est en chantier. On arrive, on nous dit, voilà, t'as signé Tony Pollard, 3 ans à 24 millions. Ah, bon, on va voir la suite, hein. Et puis la suite, ça c'est un peu. On a vu des choses intéressantes, du coup, Lloyd Cushenberry en centre, où vraiment on step up par rapport à Aaron Brewer. Bon, là, on prend vraiment le top qui était disponible. On signe Chidobe Awuzie, qui était au Bengals, qui revient de blessure la saison dernière. Donc, normalement, il va arriver dans sa saison sans problème, s'il se reblesse pas. Mais normalement, dans la saison, il revient vraiment à 100%, qui est vraiment un vrai corner numéro 2. Il y a... Pareil, on disait, on a besoin de savoir ce que vaut Will Levis. On lui signe Tyler Boyd et Calvin Ridley. En plus de Hopkins, là, il n'y a plus aucune excuse, entre guillemets, en termes de cible. Et même un joueur que j'aimais bien, quand vous aviez pris à la draft, qui est souvent blessé, mais Traylon Burks, que j'apprécie. On l'oublie, mais j'espère que pour vous, parce que même si je suis fan de Kansas City, si tu le savais pas d'avance, voilà. Mais j'aime bien parce que moi je suis un grand fan de college football et j'adore les joueurs, j'adore les nouvelles recrues. Ça fait disparaître aussi tous les vieux noms ronflants qu'on usé à peu près toutes les franchises ou qu'on fait 4-5 franchises ces dernières années. Et là, voilà, je souhaiterais qu'un gars comme Traylon Burks, c'est un jeune qui sort d'Arkansas, c'est pas la fac la plus huppée de college football, mais ça reste une fac de sec et ça reste une fac qui forme de bons joueurs. Et franchement, j'espère vraiment qu'il va s'intégrer. Et là, du coup, avec les noms qu'il y a autour de lui, ça va lui permettre aussi de pas se faire on va dire pas se faire double team par moment comme il était voilà, ça ce que je voulais ajouter, c'est que il va avoir ce rôle de receveur 4. C'est ça. Et comme l'a dit le coach dans une des conférences, c'est qu'en fait il va pouvoir couvrir toutes les positions de receveur. En fait, il va être le backup numéro 1 de chaque, parce c'est un slot à la base qui, je pense, a des limites quand même sur les côtés. Parce qu'il n'a pas il n'a pas cette séparation. Voilà, c'est ça. Et puis même là où
la première saison, il n'avait pas cette séparation, mais au contact, il était vraiment assez fort. Comme on l'avait vu au match contre Green Bay, où il avait bouffé Jair Alexander. L'an dernier, en fait, il avait plus ses mains assez safe. C'est un joueur qui a malheureusement qui a eu pas mal de blessures et pas mal de commotions qui ont, la commotion qu'il avait pris là contre Philadelphie quand il marque son TD et qu'il se prend un casque contre casque, ça le met KO. Il a mis 3 semaines voire un mois à s'en remettre. Malheureusement, en fait, c'est un joueur moi j'adore le joueur. Le profil est trop intéressant, mais le pauvre sur le début de sa carrière. Donc là, il va être dans un rôle où il va pouvoir être libre, il n'aura aucune pression. Normalement, il n'aura aucune pression. Et même si on ne va pas s'attendre à lui qu'il soit notre receveur numéro 1, mais qu'il arrive à se lancer sa carrière, ça sera intéressant. Et donc, on se retrouve avec ces 4 receveurs-là, plus 5 si on veut rajouter Nick Westbrook-Ikhine, qui est quand même un gars quand même assez solide, qui est là depuis des années dans l'équipe, qui va marquer ses 3 touchdowns à la saison, et voilà. Et puis tu auras le tight end aussi Okonkwo qui est quand même plus Josh Whyle, ouais. Il y a des rumeurs comme quoi Josh Whyle passerait peut-être tight end 1 d'ailleurs, qui a montré des promesses, mais les deux en fait sont très intéressants, ouais. Non mais là ça fait vraiment des cibles pour Will Levis. Oui. Il y a toujours l'excuse de la line, savoir si elle va tenir le coup. Mais moi des Nicolas Petit frère, tout ça, moi j'ai Peter Skoronski, c'est des joueurs qui vont arriver tout doucement à maturité et je crois vraiment en eux quoi. Quand t'as déjà tu m'aurais dit il y a 4 ans en arrière, vous aviez Nicolas Petit frère qui a du mal à s'imposer mais que je crois encore en lui et Peter Skoronski qui est là sur la O-line. Bon, tu me vendais ça il y a 3-4 ans, je t'aurais dit, là, vous serez vraiment pas mal, quoi. Donc, j'espère vraiment que ça va aller, quoi. Puis, on va en parler au moment de la draft, mais on a aussi rajouté une grosse signature là-dessus. Plus Lloyd Cushenberry en centre, qui est vraiment intéressant. Ce qui nous donne un côté gauche quand même pas mal. Le centre droit, le garde droit, on verra. De toute façon, il y aura une compétition entre tous les joueurs. J'aime bien... Moi, je suis assez fan de. Ouais, vas-y. Pardon, j'ai une petite coupure. Je suis assez fan de Dylan Raduns, qui était left tackle en sortie de. Left tackle ou right tackle en sortie de collège, qui était en division 2 et qui n'avait pas joué l'année Covid. Et du coup, en fait, c'était assez difficile ses débuts de saison, mais sa début de carrière, mais en même temps, il avait. Est-ce que l'environnement de ligne offensive et des coachs en ligne offensive qu'on avait depuis qu'il est arrivé en NFL est très pas mal, est intéressant parce que on a quand même des joueurs qu'on call out un peu notre coaching staff depuis. Dès qu'ils sont partis, ils ont dit des choses dessus. Donc là, en fait, on arrive avec des jeunes, une O-line jeune qui auront Callahan en coach de la ligne offensive. Donc, la possibilité d'évolution. Donc, on n'a pas de garantie, entre guillemets. Mais il y a de l'espoir. Je disais déjà ça l'an dernier, mais je veux dire, on peut pas être pire que la saison dernière. Bon, au final, ils ont été pires, mais là, vraiment, je veux dire, il y a. Moi, je les vois être. De toute façon, on a juste besoin qu'ils soient moyens. Faut pas être. On n'a pas non plus d'être la meilleure ligne offensive, mais juste que ça puisse pouvoir tenir pour lancer des balles. Exactement. Et il y a quand même aussi, Will Levis va pouvoir s'appuyer quand même sur un jeu assez solide quand même, parce que tu as quand même un Tony Pollard, un Taji Spahir, un Hassan Haskins. Voilà, tu as quand même des joueurs pour porter le ballon. Johnson aussi, ouais. Dylan Johnson aussi qui est là. Comme tu dis, franchement, il y a l'attaque, malgré tout, l'attaque, si la O-line tient bien le coup et que l'attaque arrive à se développer, ça va pas être drôle, quoi. Et pour revenir à ce duo de receveurs, de running back, donc des running backs assez agiles et explosifs. Mais donc on connaît Tony Pollard pour sa capacité à protéger le quarterback. Mais il faut pas oublier que Taji Spears était premier je crois que c'était les notes PFF. Bref, même si ça vaut ce que ça vaut, mais il était premier en fait en tant que running back qualifié en protection en pass block l'an dernier. Donc en fait, on a un duo qui, peu importe qui sera sur le terrain, voire les deux, saura faire sa tâche pour protéger le QB. Donc ça aussi, c'est intéressant dans le jeu à la passe. Parce que ça permet du coup de faire des feintes, un peu de jeu court, jeu à la passe. Les mecs seront là.
Exactement. Exactement. Non, mais ça a été, c'est plutôt complet. On va bien voir ce que ça donne. On en parlera peut-être dans le calendrier avec le calendrier par la suite à la fin. Mais ouais, ça donne de l'espoir, on va dire. Ça donne de l'espoir. Voilà. Et pareil, la défense, la défense, je suis un peu moins inquiet, on va dire. Mais il y a du boulot, mais je suis un peu moins inquiet. J'espère que. Il y a quand même des trous, la défense. Ouais, Donc, mais défense, parce qu'on se retrouve quand même. C'est vrai qu'en fait, on a un secondary assez intéressant. Exactement. Avec le trio Sneed, Wouzier et McCreary, qui est vraiment. Moi, honnêtement, je le mets dans un top 3 trio de cornerback de la ligue. Top 5, je veux dire. Sur le papier, en fait, je vois pas. C'est solide. Derrière, on a Manny Hooker. Je trouve qu'il manque quand même encore un autre safety. On va voir les rumeurs. Il y a toujours Justin Simmons dans les papiers, tout ça. On verra bien ce que ça fait. Parce que là, on a signé Jamal Adams, mais Jamal Adams, je le vois plus comme un linebacker hybride, un peu, qui sera plus au contact du jeu à la course, quoi. Puis même, c'est un peu un gars qui est en recherche de son ancien niveau, qui connaît Denard Wilson. Enfin, on verra bien. Sur la ligne, la ligne défensive, il manque un pass rusher. Ouais. Donc à voir, pareil, là, si ça va signer un vétéran pour le camp d'entraînement. De toute façon, c'est la période où ça va. C'est la période où ça va signer les vétérans. Tout à fait. Et après, en linebacker, c'est un peu léger. Il y a pas de valeur sûre entre guillemets. Ouais, mais t'as pas des catastrophes il y a des profils non plus. Il y a des profils en fait. Il y a des profils. Exactement. Moi, c'est sûr, c'est pas les numéros 1 de la ligue, on est d'accord, mais c'est pas non plus le plus inquiétant, quoi, ce que je veux dire, quoi. Ça, c'est des joueurs sur une saison, ils peuvent te faire une bonne saison, quoi. C'est pas, je dis pas une excellente saison, mais c'est des joueurs tu pourras compter quand même sur eux, quoi. Ça, et c'est sûr qu'à un moment donné, il y aura peut-être des trous dans certains matchs, mais si l'attaque répond derrière, s'il faut faire un play de temps en temps, ils seront là, les mecs, je pense, quoi. Oui, et puis c'était ça le problème qu'on avait ces saisons précédentes, c'est que la défense était ok sans plus, mais c'est que l'attaque était pire, et du coup, ça avançait pas en fait. C'est que la défense pouvait faire un stop ou quoi, derrière ça marquait pas de points, et du coup, la défense, on s'est pointé du doigt un peu la défense, mais derrière, si tu sais pas faire une passe, bon. Non, puis le problème, c'est que la défense revenait toutes les 2 minutes sur le terrain à un moment donné. Donc ça devient compliqué aussi d'être performant. Quand ta défense est en permanence sur le terrain et pas le temps de souffler, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. Non, mais c'est sûr. Ok. Je pense qu'on a été complet là sur les arrivées et les départs. Ouais. On va partir sur le côté de la draft, du coup. Oui, parce qu'au final, mine de rien, ça c'est très complémentaire. Donc. On y va tout de suite. Donc, au 7e choix, au premier tour de la draft, vous prenez JC Latam de Alabama. Au second tour, en 38e position, vous prenez le defensive line Devondre Sweat de Texas. Vous n'aviez pas de 3e tour, vous aviez un 4e tour. Alors, en 106e position, le linebacker Cedric Gray de North Carolina. Au 5e tour, en 146e choix, le cornerback Jarvis Brownlee de Louisville. Au 6e tour, le wide receiver Jaquan Jackson de Tulane. Au 7e tour, le safety James Williams de Miami en 242e position. Et au 7e tour, encore 252e position, le edge Jalen Harrell de Michigan. Pour toi, certains besoins ont été comblés. Moi, je vais te dire honnêtement, JC Latam, je ne suis pas son plus grand fan. On verra. Laissons-lui le bénéfice du doute. Devondre Sweat, à voir. J'espère qu'il ne fera pas de conneries chez vous. Cedric Gray, par contre, j'adore le joueur. Mais après, ça n'enlève pas JC Latam, il était à Alabama. Donc oui, il y a quand même moyen Mais voilà, je le trouve pris un peu haut, moi. Mais après, je ne suis pas qui suis-je pour dire que le mec ne mérite pas un 7e shot draft. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, moi, de ce que j'ai lu et entendu, JC Latam, c'était notre tackle 1 sur le board. Bon, après, il dit ça pour tous, mais je veux dire dans le sens où, en gros, en termes de upside, c'était celui qui était le plus intéressant d'après Bill Callahan, le père. Et c'était, en fait, c'était sûr, dans le top 10, ça allait être soit Joe Alt, soit lui, qui allait être pris en numéro 1. Donc, en numéro 1 de tackle.
aux Chargers. Ils voyaient comme c'était sûr qu'il y avait un tackle qui allait être pris aux Chargers. Et en fait, selon ce choix, si ça allait prendre l'autre, en fait, en gros. Mais ils voyaient vraiment Latam comme leur premier choix. Et Bill Callahan le voyait vraiment comme un left tackle. D'ailleurs, Latam a dit qu'il s'entraînait à left tackle déjà depuis la fin de sa saison college. Donc, moi, je me dis, c'est dur de juger en vrai un joueur s'il vaut vraiment ce choix-là. Surtout un left tackle, le gars, on va lui laisser la pré-saison pour s'entraîner, on va lui laisser quelques matchs d'adaptation, puis on verra après. Enfin, le gars, en fait, on sait qu'il a le niveau, on sait qu'il aura sûrement, il a un niveau au-dessus des autres. Il a un physique au-dessus des autres. Maintenant, est-ce que ça sera un bon niveau pour la NFL? On espère parce qu'on a quand même mis un gros pic dessus. Mais c'est pas un gars qu'on voit par exemple qui fait facilement un receveur qui va faire des séparations, un Marvin Harrison, tu le vois, tu sais que le mec il va perf. Non, mais là, c'est les tackles, tu vois, on se dit bon, on voit ce qu'il peut faire. Maintenant, voyons. Exactement. Donc déjà, ouais, et puis donc là, ça nous comble le pic, le trou en left tackle, qui nous complète un peu de notre ligne offensive. Ensuite, en choix 2, on va prendre T'Vondre Sweat, qui nous bouche le trou de la ligne défensive, parce qu'il nous manquait un nose tackle un peu hybride. Bon, le choix, c'est un peu un reach, je trouve, mais en même temps, il arrivait dans une période où entre le pic 35-34 et le pic 40, il y a beaucoup de D-tackles qui ont été pris. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ils avaient des offres pour trade down, mais est-ce que s'ils trade down, ils pouvaient l'avoir un peu plus loin? Je suis pas sûr. Enfin, d'après dans leur esprit. Donc ça peut s'entendre. Ils ont voulu le sécuriser. Après, à voir. Hein. Là, il a été blessé un peu lors des camps de rookie du printemps. Il était blessé, il n'a pas pu s'entraîner. Donc on verra s'il peut être là pour le camp d'entraînement, on espère. Comme tu as dit, après Cédric Gray, moi j'adore ce choix. Moi j'adore aussi. C'est vraiment le profil de linebacker qui nous manquait. Un peu bon contre la course, mais aussi très intéressant contre la passe, un peu qui va pouvoir être le green dot, qui va pouvoir un peu être capitaine de cette défense l'an prochain. C'est un profil en plus que je trouve qu'il y avait un peu unique dans cette cuvée de linebacker qui était un peu pauvre cette année. C'était principalement des gros défenseurs contre la passe, contre la course. Donc et qui d'ailleurs était même prévu, je crois, pour tomber au 3e tour, voire fin de second, Cédric Gray. Donc moi, je serais même pas surpris que si on avait récupéré, par exemple, un 3e pick si on avait trade Derrick Henry dans la saison, comme là on a appris récemment les infos, comme quoi il y avait un accord qui était trouvé, mais que c'est pas allé au bout. Je suis quasi certain que Cédric Gray, par exemple, aurait été pris au 3e tour pour nous. Tellement c'était un choix un peu sorti de nulle part, comme ils nous ont dit lors de la conférence de presse. Ensuite, ils ont pris Jarvis Brownlee Jr., qui je trouve aussi est un choix très intéressant en corner, très fort, très gros corner de presse. Il est un peu comparé dans le jeu, ce style de jeu à Snead justement. Donc c'est un peu drôle de voir un peu le bébé Snead à côté du Snead durant le camp d'entraînement, donc on verra. Pour moi, c'est en corner 4, en 4e corner ou 5e. En vrai, ça devrait faire le taf, ça va être intéressant. Pareil, c'est un joueur qui était vu un peu plus haut, il me semble. Donc voilà, le récupérer au 5e. Et après, en draft, ça nous a fait un peu de la profondeur. Comme il y a le nouveau système de kick-off, là, ça a drafté Jaquan Jackson, qui était le copain de chambre de Tyjae Spears, d'ailleurs à Tulane. Donc ils sont réunis, et puis c'est un joueur très vif en kick return. Donc là, on se dit pour cette nouvelle règle des kick-off, en fait, à voir, mais il a été pris surtout pour ça. Et le reste, voilà, du classique pour la profondeur en linebacker, en edge. Donc on verra ce qu'ils donneront en camp d'entraînement et dans les matchs de pré-saison. Ce qu'on peut dire sur cette draft, voilà, on va dire clairement les besoins qu'il y avait, c'était une draft pour combler les trous. Voilà. Ouais. Exactement. Prendre le meilleur joueur disponible pour combler les trous. Il y a des joueurs intéressants et à voir ce que ça va donner.
Eh ben, pas sûr que ce soit aussi des 100% de réussite cette draft, parce que c'est quand même pas mal de joueurs à profil pari entre guillemets, dans le sens leurs profils sont intéressants, mais est-ce qu'ils ont le niveau à l'heure actuelle, on sait pas. Eh ben, l'avenir nous le dira. On va basculer sur le calendrier. Je vais énumérer les matchs que vous avez dans le calendrier. Et je te donnerai un peu mon prono sur la saison et tu me diras ce que tu en penses. Alors, en week 1, vous vous déplacez donc chez les Chicago Bears. Ensuite, vous avez deux matchs à domicile, les New York Jets, les Green Bay Packers. Ensuite, vous allez chez les Miami Dolphins. Après, vous êtes en bye week très tôt, en week 5 cette année. Vous recevez tout de suite après la bye week les Colts d'Indianapolis. Ensuite, vous allez avoir 2 déplacements périlleux chez les les Bills de Buffalo. Ensuite, vous allez chez les Detroit Lions. Vous allez recevoir en week 9 les New England Patriots. En week 10, vous allez chez les Chargers. En week 11, vous recevez les Minnesota Vikings. En week 12, vous allez chez les Houston Texans. En week 13, chez les Washington Commanders. Week 14, vous recevez Jacksonville. Week 15, vous recevez les Cincinnati Bengals. Week 16, vous allez chez les Colts, rivales de division. Vous finissez par 3 matchs de division. Week 17, vous allez à Jacksonville. Et week 18, vous recevez les Houston Texans. Alors, il y a un début de calendrier pas facile non plus, mais abordable. Après, vous avez quand même Buffalo Détroit qui va pas être simple à jouer non plus. Et ces 3 derniers matchs de division, les Colts, les Jaguars et les Houston Texans qui risquent vraiment de sortir la poudre ces 3 matchs-là. Alors moi, je me dis, si la saison se passe bien chez vous, j'ai sélectionné 3 matchs où ça pouvait basculer un peu dans les deux sens. Je me dis, bon, allez, si tout clique bien, DeAndre Hopkins, l'attaque va bien, ça performe, ça fait des yards, Will Levis, Tony Pollard, tout ça, tout clique bien, la défense tient la route, mais c'est pas la meilleure défense de la ligue, mais ça tient la route. Un bilan, je me dis allez, 17, ça peut passer. Et si vraiment la saison se passe et que c'est vraiment un peu compliqué, allez, 8-9 ou 9-8, quoi. Tu penses quoi, toi, de ce prono? Moi, c'était. De toute façon, tout se jouera sur est-ce que Will Levis passera donc à son niveau de QB titulaire. Et selon oui ou non, moi, je vois en bas, de toute façon, on va je pense, faire mieux que la saison dernière, donc mieux que 6 victoires. Je pense aussi. Je vois un 8-9. Ouais, ça là-dessus, 8-9 un peu, qui peut potentiellement aller en wildcard possiblement. Enfin, genre faire deuxième de division, c'est possible. Ouais, ou même premier, on l'a déjà vu, premier à 10-17, tu peux finir premier de ta div. Hein, ouais, c'est possible. C'est possible. Mais moi, je crois en ce roster qui peut faire un bilan positif, mais c'est pas une chose dite d'avance, en fait. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai mis au plus bas. Voilà, je pense plus de 6 victoires. Je me dis 8-9, ça peut être une saison. Bon, ben voilà, il y a eu des choses de bien, il y a eu des choses de moins bien. Il y a eu quelques réglages à faire. La O-line n'était pas trop bien protégée au départ. Peut-être Will Levis ou ainsi de suite. Je me dis pourquoi pas, voilà, quelques blessures qui gênent un peu l'équipe. Tu perds un DeAndre Hopkins, un Calvin Ridley dans les premiers matchs, tu te retrouves un peu diminué en attaque sur tes receveurs. Bref, voilà, ça peut. Il y a plein de. C'est le problème des calendriers de pré-saison et voilà, on balance des pronos, ça veut rien dire du tout, mais ça nous permet de faire le petit jeu des pronos. Moi, j'ai sélectionné 3 matchs qui peuvent faire basculer votre saison vraiment dans le positif. J'ai choisi la week 4 avec le déplacement chez les Miami Dolphins qui ne sera pas simple à les gagner. Mais pourquoi pas, je me dis, on ne sait jamais. Des victoires pas attendues, on en voit toutes les semaines en NFL. Donc je me dis pourquoi pas peut-être celle-là. Tu vas peut-être aller chercher, ça sera difficile aussi, celle chez les Detroit Lions. Bon, Buffalo, je pense pas. Mais chez les Detroit Lions, si tu en prends une sur les deux, entre la week 7 et la week 8, bon, pourquoi pas. Et je me dis, pourquoi pas en week 12, celle chez les Houston Texans, on sait que c'est un rival de division qui sont armés aussi, mais vous les accrochez aussi souvent.
Et je me dis, bah, ces 3 matchs-là, ça peut te faire basculer ta saison à 17 ou 11-6. Bon, 11-6, ça serait exceptionnel, vu la reconstruction que vous avez fait, le coaching staff et tout ça. Mais ça peut se faire, hein, on va pas se mentir. Mais je me dis, voilà, 17, je veux dire, ça serait peut-être voilà, une belle saison pour vous si tu sélectionnes ces 3 matchs-là où je les ai sélectionnés en défaite au départ, quoi. Voilà. Ouais, et ceci, je voulais dire que c'était pas forcément la bonne année pour finir 4ème de division parce que on croise avec, enfin, on tombe avec Cincinnati et les Chargers en 4ème de division eux aussi. Donc, on se retrouve avec Joe Burrow et Herbert. Exact. Moi, je dirais, premier point de bascule, c'est le match contre Chicago en week 1. Oui, ça. Moi, je l'ai sélectionné victoire, hein, mais après, Ouais, on verra. moi, je le mets victoire aussi, même si Chicago est noté favori dans les bookmakers. Mais je me dis, c'est là, on va voir la première base, on va jouer un QB rookie qui a quand même assez un effectif offensif assez intéressant, donc ça va pouvoir jauger notre défense. On va pouvoir avoir les premiers mots sur notre attaque. Et je me dis qu'à la bye week, donc en week 5, on peut espérer être en 2-2. Ça serait pas incongru. Bah non, parce que bon, parce que tu vas quand même taper tu tapes les Jets d'Aaron Rodgers, tu vas taper Green Bay contre Green Bay, c'est chez vous. Bon, c'est abordable. Et tu vas à Miami. Tu vas à Miami, donc je me dis tu peux viser le 2-2. Exact. Après, l'enchaînement Indiana à la maison, Buffalo Détroit. Ouais, ça va être le point un peu tournant de cette saison parce que c'est là on va vraiment savoir si l'effectif et si cette saison elle peut viser quelque chose, peut viser un peu plus haut que juste l'équilibre. Exact. Parce qu'après en fait on va enchaîner un peu une grosse équipe, un match un peu plus abordable. Par exemple, ça enchaîne Détroit, Patriots, Los Angeles, Minnesota, Houston, Washington. En fait, c'est un peu en dents de scie jusqu'à ce bloc final après Jacksonville, Cincinnati, Indiana, Jacksonville, Houston. Ouais. Là vraiment, il n'est pas simple. Les 5 derniers matchs, c'est là où faudra pas être lâché avant. Mais c'est là où tout va se jouer, quoi. Non, mais c'est sûr que là, ça s'annonce dantesque cette fin de saison. Elle s'annonce très tendue, hein, parce que bon, tu as la chance déjà de recevoir sur ces derniers matchs, tu reçois 3 à la maison et 3 fois à l'extérieur. Bon, après, on sait que c'est jamais garanti. Hein, surtout après, l'extérieur, Jacksonville, c'était un peu la maison, mais c'était la maison de Derrick Henry et on l'a plus. Donc, non, mais je me dis, si tu en accroches déjà 3 sur 5, ça sera pas mal, quoi. Ça sera bien. Si on accroche 3 sur 5 sur les derniers, je pense qu'on est en positif. Je pense aussi. Mais voilà, 8-9, on est un peu d'accord si la saison est pas simple, mais voilà, ça peut se comprendre aussi, quoi. D'ailleurs, les bookmakers disent qu'on va finir en 3 ou 5 victoires parce qu'en fait, ils croient pas du tout en Will Levis. En fait, c'est ça, l'idée, c'est ils croient pas du tout en Will Levis et on fera une saison de merde. Du coup, on va drafter un QB au prochain draft. Ouais. Moi, je l'ai vu lancer avec des receveurs à Kentucky avec des moins bons receveurs que ça. Oui. Donc, bon, après la NFL, ça va 2 fois plus vite. Hein. Aussi, il faut remettre en question ça. Mais je me dis, là, je crois pas qu'il soit aussi nul, quoi. Moi, je vois pas. Ouais, moi non plus. Je vois pas Will Levis faire que 3 victoires l'année prochaine. Je pense pas. Même en étant pas forcément folichon sur certains matchs, il a fini. Bien sûr. Si je retourne vite fait sur les matchs, il a fait. Même les QB, les super QB de la ligue, il y a des matchs où ils passent à côté. Hein, ça peut arriver. Il a fini en 3-5 l'an dernier sur les matchs qu'il a joués, dont deux défaites en prolongation. Ouais. Et avec une ligne offensive désastreuse et pas beaucoup d'aide devant. Donc, en soi, au moins l'équilibre est abordable, je trouve. Bien sûr. Non, mais c'est largement abordable, bien sûr. Bon, voilà, 8-9, 9-8, et puis ça se passe bien 17 ou 11-6 si ça se passe très bien. Mais voilà, il y aura du boulot. Si on a un bilan positif, c'est que l'équipe aura bien progressé et que Will Levis, on a peut-être le quarterback pendant, c'est peut-être 4 prochaines saisons chez les Titans. Voilà. Ouais, parce que là, en fait, c'est vraiment le moment où on a besoin de savoir ce qu'il vaut parce qu'il n'a pas d'année en supplémentaire dans son contrat. Du coup, vu qu'il est 2e tour.
Exact. Donc il a pas cette année bonus entre guillemets où par exemple il peut se permettre de pas être vraiment au niveau cette saison. Là, il a vraiment besoin les 2 prochaines saisons d'être au niveau pour avoir son contrat. Exact. Mais voilà, on verra bien. Mais moi, je suis pas convaincu que Will Levis fasse que 3 victoires cette saison. J'y crois Oui, pas. moi J'ai du non mal à y plus. croire. J'ai du mal à y croire. Voilà. Très bien. Eh ben, je pense qu'on a été complet. On est d'accord sur le prono. Bah, c'est très bien comme ça, Tira. Je suis content parce que j'ai toujours un peu, des fois, peur que les gens le prennent mal, mais voilà, on essaye de faire au mieux. Mais Faut pour être le moment, objectif un peu. voilà, je me suis encore pas trompé. Et du moins, pas trompé. Je tombe souvent un peu comme les invités. Et du coup, c'est très bien comme ça. Au moins, ça permet d'avoir un petit débat. Et même si on n'est pas d'accord, ben, ça permet aussi de débattre sur ça et de donner nos points de vue chacun. Et c'est toujours avec plaisir. Tira, ben, je vais te laisser. Je vais laisser défiler le bandeau. C'est l'occasion de. Je te remercie d'avoir fait cet épisode avec moi. C'est l'occasion de faire ta promo. Savoir où on peut te suivre. Si un jour il y aura, est-ce que dans les tuyaux, il y aura peut-être un podcast des Titans un jour. Bref, voilà, c'est à toi, je te laisse la parole. Ouais, bah, il n'y a pas grand-chose. Enfin, venez nous suivre sur Titan FR. Ouais, on va resuivre l'année, la saison comme d'habitude. Pour le moment, il n'y a pas de projet de podcast, mais si on trouve le temps, parce que c'est mine de rien, c'est quand même pas mal de boulot. Mais ouais, là, on va repartir les camps d'entraînement, les matchs de pré-saison, suivre un peu toute cette bataille pour le roster, et puis après, dès la saison en septembre, on va être là. Eh ben, très bien, c'est parfait. Donc voilà, vous pouvez suivre Tira sur Titans underscore FR sur X. Moi, je te remercier pour une première, c'était très bien. Merci à toi. Je te souhaite une très bonne saison NFL. La porte est grande ouverte. Si tu veux intervenir une fois dans la saison, il y aura des émissions très souvent dans le Foot US de A à Z, quasiment tous les jours de la semaine. Donc, n'hésite pas, si tu veux faire un tour, défendre tes Titans, si tu nous entends mal parler d'eux, ou si tu veux débattre et puis nous parler de tes Titans, tu es toujours le bienvenu. Pas de souci, merci beaucoup. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Alors, je vais finir par la petite promo aussi du Foot US de A à Z. Si vous avez envie de soutenir l'équipe, on a un Tipeee. Ça permet de payer le StreamYard où on fait les lives, les enregistrements. Ça peut nous servir. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça sera dans la description du podcast. Rendez-vous donc pour la programmation. Vous l'aurez déjà entendu, mais c'était le 23 août sur la chaîne du Foot US de A à Z. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater. Ensuite, la porte du Foot US de A à Z est grande ouverte. Si un de vous veut un jour intégrer les équipes, vous êtes les bienvenus. Et on relance le jeu Overtime chez nous à partir du 14 septembre. Et vous aurez la description pour vous inscrire aux manches. Et il y aura une manche par mois, je crois, si je ne me trompe pas. Et vous pourrez, les meilleurs se rencontreront à la fin. Donc voilà, c'est des quiz sur la NFL, sur l'Amérique. Voilà, c'est toujours plaisant, c'est toujours rigolo. Et ça permet de faire des choses voilà, qui changent un petit peu de l'habitude. Donc voilà. Donc je vais finir par ma phrase habituelle. Tira, je te remercie. Je souhaite vraiment une bonne saison à tes Titans. Merci pour tout. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Je vous dis bonne journée, à bientôt et vive le foot US de A à Z. Au revoir, ciao tout le monde. Salut.